Il existe dans notre monde des constructions qui laissent l'homme moderne, avec toute sa technologie, tout simplement sans voix. Les anciennes méthodes de construction, enveloppées de mystères, soulèvent d'innombrables questions auxquelles la science officielle tente de donner des réponses simples. Une théorie est devenue particulièrement populaire ces derniers temps, expliquant comment les anciens bâtisseurs pouvaient fendre d'énormes pierres. La méthode, souvent montrée lors de démonstrations, consiste à enfoncer une série de coins métalliques dans la roche massive. Les historiens ont adopté avec enthousiasme cette technique, la présentant comme une solution universelle à toutes les questions difficiles concernant le travail de la pierre dans l'Antiquité. Et en surface, la méthode semble fonctionner. Mais est-ce vraiment la réponse à tout ? A-t-elle été réellement utilisée pour créer les plus magnifiques structures du passé ? Pour le savoir, nous devons nous pencher sur l'exemple le plus massif et le plus mystérieux de tous, le complexe mégalithique de Baalbek. C'est la plus grande structure connue jamais construite avec des blocs de pierre colossaux. Selon la science officielle, elle a été construite vers le 1er siècle de notre ère, puis agrandie par d'autres, y compris les Romains. Cependant, cette chronologie soulève bien trop de questions pour être acceptée sans examen, et au fur et à mesure que nous avancerons, vous comprendrez pourquoi. Mettons de côté nos préjugés et examinons d'un œil critique l'explication officielle de la manière dont ce chef-d'œuvre impossible a été réalisé. Commençons par le tout début. Comment ces blocs colossaux de 1000 tonnes ont-ils été extraits et déplacés ? L'histoire officielle nous donne une réponse, mais examinons-la de manière critique en utilisant Baalbek même comme étude de cas, pour voir si la version officielle résiste aux preuves. Examinons de plus près cette méthode de fracturation de la pierre qui est si souvent proposée comme explication. Selon la théorie, le processus commence par une analyse minutieuse de la pierre. Les anciens tailleurs de pierre devaient trouver un plan naturel dans la roche, une ligne de faiblesse où la pierre se fendrait le plus facilement. Ensuite, le long de cette ligne, ils auraient percé une série de trous à des intervalles spécifiques dont la profondeur et le diamètre dépendaient de la taille et de la structure de la pierre. Des coins métalliques spéciaux, souvent associés à 2 cales pour répartir la pression, étaient insérés dans ces trous. Les ouvriers auraient alors commencé à enfoncer méthodiquement et progressivement les coins en les frappant en séquence. L'augmentation synchronisée et régulière de la pression aurait créé une immense tension à l'intérieur de la pierre, provoquant finalement une fissure et la fente du bloc le long de la ligne souhaitée. Sur le papier et dans des expériences à petite échelle, tout cela semble logique et même élégant. Cependant, la théorie commence à s'effondrer dès que l'on passe de la fracturation d'un rocher isolé à la tâche d'extraire un monolithe géant d'une paroi rocheuse solide. C'est une chose de fendre une pierre déjà extraite, mais c'en est une autre de la découper dans une montagne. Pour ce faire, il faudrait séparer le bloc non pas le long d'un seul plan, mais d'au moins 4, et avec une précision incroyable pour obtenir une forme rectangulaire parfaite. Mais ce n'est pas tout. Avant même de pouvoir commencer à fendre, il aurait fallu d'une manière ou d'une autre extraire le bloc, c'est-à-dire le séparer du substrat rocheux en dessous. La théorie des coins n'explique pas comment cela a été fait. Supposons que les anciens bâtisseurs y soient parvenus. Mais une méthode aussi rudimentaire aurait inévitablement laissé des marques caractéristiques. On s'attendrait à voir des surfaces inégales et rugueuses dans la carrière, et les restes des trous de forage, les trous même pour les coins, à la fois sur le bloc lui-même et à l'endroit d'où il a été prélevé. Après avoir été extrait de cette manière, le bloc aurait encore nécessité un travail considérable pour lui donner sa forme correcte, en taillant et en polissant d'énormes quantités de pierre pour éliminer toutes les imperfections. Mais lorsque nous nous rendons directement à la carrière de Baalbek, située à seulement quelques centaines de mètres du complexe du temple, nous voyons une image qui contredit complètement cette théorie commode. Ici, dans la paroi rocheuse, se trouvent des cavités gigantesques et géométriquement précises, d'où les mégalithes ont été retirés. Les parois de ces cavités sont étonnamment lisses et plates, avec des angles intérieurs nets et presque parfaits. Il n'y a aucun signe de forage, aucune arête déchiquetée due à la fente avec des coins. On dirait que les bâtisseurs inconnus ont utilisé un outil gigantesque qui leur a permis de découper des blocs dans la roche avec une précision chirurgicale, comme on tranche du beurre. Le plus célèbre des monolithes laissés ici, connu sous le nom de pierre du Sud, n'est que partiellement détaché du substrat rocheux.
Sa taille et son poids sont stupéfiants. Mais encore plus stupéfiante est la technologie utilisée pour le façonner. Nous voyons des coupes nettes et droites qui ne peuvent être expliquées par la méthode primitive consistant à enfoncer des coins. De plus, sur les mégalithes eux-mêmes, tant ceux déjà utilisés dans les fondations du temple que ceux laissés dans la carrière, il y a d'étranges trous à usage inconnu qui ne ressemblent pas aux trous de forage techniques nécessaires pour les coins. Peut-être servaient-ils à une sorte de pince ou de dispositif de levage, mais leur véritable fonction reste un mystère. Ainsi, dès la toute première étape, l'extraction du matériau, la version officielle se heurte à des contradictions insurmontables. Les faits que nous observons à la carrière de Baalbek non seulement ne soutiennent pas, mais réfutent directement la théorie de la fente avec des coins. La méthode par laquelle ces blocs colossaux ont été extraits de la roche nous reste inconnue, et selon toute apparence, elle était incomparablement plus avancée que ce que l'on essaie de nous faire croire. Donc, si l'extraction de la pierre est déjà enveloppée de mystère et remet en question nos idées sur les capacités des anciens, qu'en est-il de la partie la plus difficile ? Le déplacement de ces géants de plusieurs tonnes jusqu'au site de construction. Bien, passons à l'étape suivante, qui pose aux chercheurs un défi encore plus grand, le transport. Supposons un instant que les anciens bâtisseurs aient réussi d'une manière ou d'une autre à découper dans la roche des blocs parfaitement formés pesant 1000 tonnes ou plus. Ils se sont alors trouvés face à un problème qui semble absolument impossible à résoudre avec les technologies qui leur sont attribuées. Comment acheminer ces monolithes de la carrière au chantier ? La distance, bien que relativement courte, d'environ 1 km, devient un obstacle insurmontable lorsqu'il s'agit de telles masses. L'hypothèse la plus courante proposée par les partisans de la version officielle implique un système de rouleaux et de force humaine. On nous présente une image de milliers d'esclaves tendant tous leurs muscles, tirant sur d'épaisses cordes pour déplacer un bloc géant roulant lentement sur des rondins de bois ou de pierre. Cette théorie semble plausible lorsque nous parlons de blocs pesant 20, 30 ou même 50 tonnes. En effet, des méthodes similaires ont été utilisées au cours de l'histoire, et leur efficacité pour des charges modérées est prouvée. Mais toute la logique de ce système s'effondre dès que le poids de la cargaison dépasse un certain seuil et atteint les chiffres monstrueux de 800 ou 1000 tonnes, comme c'est le cas des mégalithes de Baalbek, connus sous le nom de trilithons. Analysons cette idée du point de vue de la physique élémentaire et de la résistance des matériaux. Des rouleaux en bois, même ceux fabriqués à partir des essences les plus solides, auraient simplement été réduits en miettes sous la pression de 1000 tonnes. La surface de contact de chaque rouleau avec le bloc et le sol est très petite, ce qui signifie que la pression à ce point serait astronomique. Aucun bois ne pourrait supporter une telle charge. D'accord, pourrait-on dire, et si les rouleaux étaient en pierre ? Cela ne fait qu'aggraver le problème. Premièrement, les rouleaux en pierre auraient eux-mêmes un poids énorme, qu'il faudrait ajouter au poids du bloc. C'est un poids mort supplémentaire qu'il aurait également fallu déplacer. Deuxièmement, la pierre est un matériau fragile. Sous une telle pression ponctuelle colossale, n'importe quel rouleau en pierre, qu'il soit en granit ou en basalte, se serait très probablement brisé. Et n'oublions pas la surface sur laquelle tout cela était censé rouler. Pour déplacer une telle charge, il faudrait une route parfaitement plane et incroyablement solide, capable de résister à une pression comparable à celle des chenilles d'un char lourd, mais sur une surface beaucoup plus petite. Toute irrégularité, toute parcelle de sol meuble aurait conduit à une catastrophe. Mais ce n'est pas tout. Supposons que par miracle, ils aient trouvé un matériau pour les rouleaux et construit une route super solide. Vient ensuite la question de la force de traction. Quel genre de corde, tressée à partir de fibres végétales, pourrait supporter la force nécessaire pour déplacer une masse de 1000 tonnes à l'arrêt et en plus surmonter la force de frottement ? Une telle corde se serait tout simplement rompue. Et combien de milliers d'esclaves auraient été nécessaires pour fournir la force de traction requise ? Et comment coordonner leur effort simultané ? Cette tâche logistique semble impossible. Et nous arrivons maintenant au point culminant de cette étape. Le bloc ne devait pas seulement être livré au pied du temple, il devait être hissé à une hauteur d'environ 8 mètres et inséré dans le mur avec une précision incroyable, assurant un ajustement parfait avec les blocs voisins.
Ici, la théorie des rouleaux et des cordes devient complètement absurde. L'idée de construire une rampe de terre gigantesque sur laquelle les blocs auraient été traînés ne résiste pas non plus à l'examen. Pour hisser un bloc de 1000 tonnes à une telle hauteur, plus le poids des rouleaux et des traîneaux, la pente de la rampe aurait dû être minimale. Sinon, la force tirant le bloc vers le bas de la pente serait devenue insurmontable. Cela signifie que la rampe aurait dû s'étendre sur des centaines de mètres et son volume aurait été de millions de mètres cubes de terre. Ce serait un projet de construction en soi, d'une ampleur comparable à la construction du temple. Et où est passée cette rampe colossale par la suite ? Il n'en reste aucune trace. Ainsi, aucune des technologies simples proposées, ni les rouleaux, ni les cordes, ni les rampes, ne peut fournir une réponse cohérente à la manière dont les mégalithes de Baalbek ont été non seulement déplacés, mais aussi hissés à une hauteur considérable. L'ampleur de la tâche dépasse de loin les capacités du travail manuel et des mécanismes primitifs. Nous parlons de masses qui sont extrêmement difficiles à manipuler, même aujourd'hui. Comparons cela à ce que nos technologies les plus avancées sont capables de soulever. Vous serez surpris de voir à quel point les anciens bâtisseurs, selon les scientifiques, ont surpassé nos capacités d'ingénierie modernes. Pour bien saisir l'ampleur du défi d'ingénierie que les constructeurs de Baalbek ont relevé, il est nécessaire de faire une comparaison directe avec les capacités des engins de construction modernes. Au XXIe siècle, l'ère de l'acier, de l'hydraulique et de la commande par ordinateur, le principal outil de travail sur tout grand chantier est la grue mobile. La capacité de levage standard de ces machines que nous voyons partout est d'environ 50 tonnes. C'est amplement suffisant pour la grande majorité des opérations de construction. Installation de dalles de béton, de structures en acier et levage d'équipements. C'est une technologie éprouvée, efficace et économiquement viable. Dans certains cas spécifiques, comme la construction de ponts, d'installations industrielles ou le montage de turbines lourdes, on utilise des grues plus puissantes, capables de soulever jusqu'à 200 tonnes. Il s'agit déjà d'un équipement sérieux et coûteux, nécessitant une préparation spéciale du site et un personnel qualifié. De telles grues constituent la limite supérieure pour la plupart des entreprises de construction, et leur utilisation est toujours dictée par une nécessité extrême. Mais même ces machines ne peuvent se comparer aux tâches auxquelles les créateurs de Baalbek ont été confrontés. Existe-t-il aujourd'hui des grues capables de soulever 1000 tonnes ? Oui, il en existe, mais ce n'est pas un équipement produit en série, c'est un produit exclusif, une pièce unique fabriquée par seulement quelques entreprises dans le monde. Des grues monstres comme la Liber LTM 11200-9.1 ou les grues sur chenilles géantes de Demag peuvent manipuler des charges de 1200 et même plus de 2000 tonnes. Cependant, leur utilisation est semée d'embûches et de limitations considérables. Premièrement, ces machines sont incroyablement chères, tant à la production qu'à l'exploitation. Deuxièmement, elles sont énormes et lourdes, et leur transport sur le site de travail est en soi une opération logistique massive. Troisièmement, et c'est le plus important, elles ne peuvent atteindre leur capacité de levage maximale qu'avec une portée de flèche minimale, c'est-à-dire que la charge doit se trouver presque directement à la base de la grue. Plus la charge doit être déplacée loin ou haut, plus le poids admissible diminue de façon spectaculaire. De plus, pour qu'un tel géant puisse fonctionner, il faut une plateforme parfaitement préparée, solide et de niveau, capable de supporter une pression monstrueuse. Souvent, il faut couler des fondations spéciales en béton à cet effet. Si le sol n'est pas assez ferme, on utilise des grues sur chenilles, qui répartissent le poids sur une plus grande surface, mais elles ont aussi leurs limites. Et c'est là que nous rencontrons un paradoxe stupéfiant. Nous, avec toutes nos connaissances modernes, notre technologie et nos matériaux, dans la grande majorité des cas, concevons et construisons délibérément des structures pour éviter d'avoir recours à des équipements aussi lourds et coûteux. Notre industrie de la construction est basée sur des principes de modularité, de standardisation et d'efficacité économique. Nous ne découpons pas des blocs de 1000 tonnes dans les carrières. Nous coulons des éléments en béton armé en pièces détachées, qui sont ensuite facilement assemblés par des grues standards. Nous cherchons des solutions simples et rationnelles.
Mais les anciens, selon la science officielle, suivaient une voie complètement différente. Eux, qui n'auraient eu que des burins en bronze, des cordes de chanvre et la force musculaire, se sont délibérément fixés des tâches qui aujourd'hui nécessiteraient les machines les plus puissantes, les plus rares et les plus chères de la planète. Ils ne cherchaient pas la facilité, choisissant de construire avec des monolithes d'un poids qui fait hocher la tête d'admiration aux ingénieurs modernes. Cette logique semble complètement inversée. Elle implique qu'une société primitive a entrepris des projets qu'une société moderne et de haute technologie considère comme extrêmement complexes et économiquement irréalisables. C'est soit la preuve d'une connaissance incroyable et perdue, soit un échec complet de la théorie officielle qui tente d'expliquer l'inexplicable par des méthodes primitives. Et si le simple fait de manipuler les blocs de 1000 tonnes du trilithon, posés à l'horizontale, déroute déjà notre compréhension des capacités anciennes, que dire des colonnes du temple de Jupiter, qui se dressent encore aujourd'hui, défiant à la fois le ciel et le bon sens? Si le travail avec des mégalithes posés à l'horizontale semble être un miracle technologique, les colonnes du temple de Jupiter à Baalbek nous transportent dans une toute autre réalité, où les lois de l'ingénierie telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer. Du temple autrefois majestueux qui devait stupéfier l'imagination de ses contemporains, il ne reste aujourd'hui que 6 colonnes. Mais même ce petit vestige de l'ancienne gloire sert de preuve irréfutable de l'existence d'une technologie perdue. Ces 6 géants de pierre s'élèvent vers le ciel à une hauteur de 22 mètres, soit environ la hauteur d'un immeuble de 7 étages. Leur diamètre est d'environ 7 mètres, et ils donnent une impression de puissance absolue et inébranlable. Mais le plus stupéfiant commence lorsque nous essayons d'estimer leur poids. Un simple calcul, basé sur leur volume et la densité moyenne de la pierre, donne un chiffre que l'esprit refuse de croire. Chaque colonne pèse environ 1500 tonnes. C'est 50% plus lourd que les plus gros blocs du célèbre trilithon qui forment la fondation de la plateforme du temple. Mais contrairement aux blocs du trilithon, ces colosses ne devaient pas seulement être apportés et posés. Ils devaient être fabriqués avec une précision incroyable, livrés et, ce qui est le plus inimaginable, dressés à la verticale. Leur surface est parfaitement lisse et polie, ce qui témoigne de la plus haute qualité de fabrication. Comment a-t-on pu obtenir une telle forme et une telle finesse sur un monolithe de 1500 tonnes? Quel genre d'outils aurait-il fallu pour sculpter un tel objet comme sur un tour géant? Aucun artefact archéologique pouvant même suggérer l'existence de tels outils n'a jamais été trouvé. Vient ensuite la tâche de l'installation. Essayez d'imaginer le processus de levage d'une colonne de 22 mètres de haut pesant 1500 tonnes en position verticale. Toute théorie sur les rampes, les cordes et les milliers d'esclaves s'effondre ici complètement face à la réalité. C'est une opération qui nécessite non seulement une force brute, mais un contrôle, une coordination et un calcul d'ingénierie phénoménaux. La moindre erreur, une tension inégale, une faiblesse dans n'importe quelle partie du mécanisme de levage, et la masse de 1500 tonnes s'effondrerait avec fracas, réduisant tout en poussière et enterrant des centaines de personnes. Les anciens bâtisseurs devaient non seulement soulever ce poids, mais aussi le placer avec une précision millimétrique sur une base préparée, sans endommager ni la colonne elle-même, ni la fondation. Mais même cela, il s'est avéré, n'était pas la limite. Comme pour humilier définitivement les futurs chercheurs, les créateurs de Baalbek ont ajouté la cerise sur le gâteau. Au sommet de ces colonnes de 22 mètres, ils ont placé des blocs de pierre horizontaux, les architraves. Chaque section de ces blocs pèse environ 80 tonnes. Aujourd'hui, pour soulever une charge de 80 tonnes à une hauteur de 22 mètres, il faudrait l'une des grues mobiles les plus puissantes avec une longue flèche télescopique et ce serait considéré comme une opération d'ingénierie complexe. Comment les anciens ont-ils fait? Comment ont-ils soulevé des blocs de plusieurs tonnes à une telle hauteur et les ont-ils soigneusement placés au sommet des colonnes déjà debout? À ce stade, tous les arguments de la science officielle sur les méthodes primitives mais efficaces commencent à paraître non seulement peu convaincants, mais franchement absurdes et stupides. Ils n'expliquent rien, ne créant qu'une illusion de réponse. Depuis l'enfance, on nous a inculqué un paradigme de progrès linéaire, du primitif au complexe.
Mais Baalbek brise complètement cette vision du monde. Il démontre un niveau de technologie de construction qui, à certains égards, surpasse même nos capacités modernes. Lorsque nous nous éloignons des doctrines qui nous sont imposées depuis l'école, nous réalisons que nous sommes face à un grand mystère. Nous sommes si habitués aux versions des manuels que nous ne les remettons pas en question, acceptant sur la foi ce qui ne résiste à aucune vérification pratique. Mais si la vérité ne nous attendait pas dans les manuels, mais dans les sources que l'on considère généralement comme de la fiction, dans les anciennes légendes et traditions des peuples, lorsque la logique de la connaissance moderne en ingénierie se heurte à un mur en essayant d'expliquer le phénomène de Baalbek, il ne reste qu'une seule voie: se tourner vers la mémoire la plus ancienne de l'humanité, consignée non pas dans des traités scientifiques, mais dans les mythes, les légendes et les traditions. Et si nous demandions à ceux dont les ancêtres ont vécu sur cette terre pendant des siècles, qui, selon eux, a érigé ces structures puissantes et impossibles? Il s'avère que les habitants arabes locaux ont leur propre réponse, qui diffère radicalement des versions des historiens officiels. Ils croient que dans l'Antiquité, Baalbek appartenait au légendaire roi Nimrod, qui régnait autrefois sur ces terres. Ce personnage, connu dans la Bible comme un puissant chasseur et le constructeur de la tour de Babel, est fortement associé à une ère de gigantisme et de plans audacieux. De plus, un ancien manuscrit arabe trouvé à Baalbek même contient une référence directe au créateur du complexe. Le texte indique que le roi Nimrod a envoyé des géants pour reconstruire Baalbek après le grand déluge. Cette courte phrase renverse tout. Premièrement, elle date la construction de Baalbek d'une ère prédiluvienne, la rendant beaucoup plus ancienne que ne le suggère la science officielle. Deuxièmement, elle nomme explicitement comme bâtisseurs non pas des personnes de taille ordinaire, mais des géants, pour qui travailler avec des blocs de plusieurs tonnes aurait pu être une tâche routinière. Cela signifie que le complexe n'a pas seulement été construit, mais reconstruit après une catastrophe mondiale, ce qui ne fait que souligner son incroyable antiquité et sa durabilité. Il est intéressant de noter que les traditions locales lient également la construction de Baalbek à un autre personnage biblique, Caïn, le fils d'Adam. Selon ces légendes, c'est lui qui a construit ici la première colonie fortifiée, une sorte de sanctuaire, après avoir été maudit par Dieu. Cette version nous ramène également aux toutes premières lueurs de l'histoire humaine, à une époque où, selon les textes anciens, le monde était très différent. Et bien que les histoires du roi Nimrod et de Caïn puissent sembler de simples intrigues mythologiques, elles sont étonnamment unanimes sur un point. Baalbek est la création d'une civilisation ancienne et puissante, dont les capacités étaient sans commune mesure avec nos idées d'un passé primitif. Et c'est là que se pose une question clé. Que croire ? D'un côté, nous avons la version des scientifiques sur des dizaines de milliers d'esclaves qui, à l'aide d'outils primitifs, de cordes et de rouleaux, ont réussi à déplacer des blocs de 1000 tonnes. Cette version, comme nous l'avons déjà vu, s'effondre au moindre contact avec les lois de la physique et de la logique de l'ingénierie. Elle nous demande de croire à des miracles accomplis par la force brute, à une organisation du travail impensable même pour les managers modernes, et à des technologies qui n'ont laissé aucune trace derrière elles. D'un autre côté, nous avons les légendes de géants. À première vue, cela semble être de la fiction, un conte pour enfants. On nous a appris depuis l'enfance à percevoir les mythes comme des allégories et non comme des chroniques historiques. Mais mettons de côté ce scepticisme un instant. Si nous supposons que les bâtisseurs étaient effectivement des êtres de 8, 10 ou 15 mètres de haut, alors toute l'image change. Pour de telles créatures, un bloc de 800 tonnes serait l'équivalent d'un bloc de béton de 80 à 100 kg pour un homme moderne. C'est encore lourd, mais tout à fait gérable. Déplacer et installer de telles briques cesse d'être un problème insoluble et devient un travail de construction de routine, bien que nécessitant des efforts considérables. Dans ce contexte, la légende des géants, paradoxalement, semble être une explication beaucoup plus logique et plausible du phénomène de Baalbek que la version tirée par les cheveux et pleine de contradictions de 75 000 esclaves avec des burins. La légende explique l'échelle, la technologie et l'absence d'outils primitifs. Bien sûr, les histoires de géants sont toujours accueillies avec méfiance. Mais si ce n'était pas que des légendes,
Et si c'était les échos d'événements réels, dont le souvenir a été préservé dans le folklore? Les légendes ne sont-elles que des contes de fées? Ou bien existe-t-il des preuves physiques irréfutables que des géants ont bien marché sur notre Terre, laissant leurs empreintes figées dans la pierre pour l'éternité? Les légendes de géants cessent d'être du simple folklore lorsque nous sommes confrontés à des preuves matérielles dispersées sur toute la planète. Ce ne sont pas des artefacts qui peuvent être contrefaits, ni des textes qui peuvent être mal interprétés. Ce sont des empreintes de pas pétrifiées, des empreintes directes des pieds d'êtres de taille incroyable, laissées à ces époques lointaines où la roche était encore molle et plastique, comme de l'argile. Ces découvertes remettent directement en question l'image établie du passé et nous obligent à porter un regard entièrement nouveau sur les mythes anciens. L'un des exemples les plus impressionnants est une découverte dans le parc des dragons, situé à seulement 400 km de Vladivostok, en Russie. Là, à la surface d'un rocher, se trouve une empreinte de pied géante, étonnamment similaire à celle d'un humain. La taille de cette empreinte, du talon aux orteils, est d'1,5 m. Le pied est entièrement imprimé dans la roche, conservant sa forme dans les moindres détails. Cela n'a pu se produire que si une créature a marché sur la surface alors qu'elle était molle, après quoi la roche s'est pétrifiée, conservant l'empreinte pendant des millions d'années. De simples calculs, basés sur les proportions du corps humain, suggèrent que la créature qui a laissé cette trace mesurait entre 8 et 10 mètres de haut. Ce n'est pas juste une personne de grande taille, c'est un véritable géant des légendes. Et ce n'est en aucun cas un cas isolé. Des rapports de découvertes similaires proviennent des coins les plus divers du monde, confirmant que dans le passé, notre planète a pu être habitée par une race de géants. Par exemple, des portails d'information ont rapporté toute une série d'empreintes de pas géantes découvertes dans le sud-ouest de la Chine, dans la province du Guizhou. Ces traces indiquent également des créatures de très grande taille qui vivaient autrefois dans cette région. En Russie, sur le mont Polyude, dans la région de Perm, les légendes locales parlent depuis longtemps d'une empreinte laissée par un ancien héros. Et cette empreinte existe réellement, imprimée dans la pierre. Une découverte encore plus étonnante a été faite par un chercheur au Kazakhstan. Il a découvert non seulement des traces isolées, mais toute une série d'empreintes, ainsi que des empreintes fossilisées de dents géantes. En analysant les dimensions de l'une des empreintes les plus claires, le scientifique a conclu que l'être qu'il a laissé aurait pu atteindre une taille incroyable de 18 mètres. Au cours de recherches ultérieures dans cette région, des dizaines de traces laissées par des créatures géantes inconnues de la science ont été trouvées. Des empreintes similaires sont également trouvées sur d'autres continents. En Bolivie, dans la vallée de Tarija, des empreintes de pas géantes ont également été découvertes, que les habitants locaux associent depuis longtemps à des créatures mythiques. Cette liste pourrait s'allonger encore très longtemps. Des centaines de telles empreintes ont maintenant été trouvées, dans presque tous les pays et chez tous les peuples du monde. Et chacune est accompagnée de légendes locales sur les géants qui vivaient sur cette terre dans les temps anciens. La science officielle ignore généralement ces découvertes, ou tente de les expliquer comme des formes bizarres d'érosion ou des formations géologiques. Mais lorsque nous voyons une empreinte claire d'un pied avec 5 orteils, une voûte plantaire et un talon, simplement agrandis des dizaines de fois, de telles explications semblent peu convaincantes. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler. D'un côté, nous avons Baalbek, un complexe mégalithique impossible à construire avec des technologies primitives et la force d'humains de taille normale. De l'autre côté, nous avons des centaines de preuves physiques de l'existence d'une race de géants, dispersée sur toute la planète. Et entre les deux se trouve le lien sous la forme d'anciennes légendes, de la Bible, du Coran et des traditions de tous les peuples du monde, qui parlent d'une seule voix, d'une époque où des géants vivaient sur Terre. N'est-ce pas l'explication la plus logique et la plus simple ? Baalbek a peut-être été construit précisément par ceux que nous appelons des géants, des gens pas de notre taille. Pour eux, travailler avec des blocs de 1000 tonnes était aussi naturel que de poser des briques pour nous. Cette hypothèse résout d'un coup toutes les contradictions technologiques qui déconcertent la science moderne. Mais la stature gigantesque des bâtisseurs n'annule pas, mais suggère plutôt, qu'ils possédaient également des technologies de pointe. Et ces géants n'étaient pas seulement énormes.
Les légendes disent qu'ils possédaient des connaissances et des technologies dont nous ne pouvons même pas rêver. Les anciennes traditions, transmises de bouche à oreille pendant des millénaires, nous dépeignent une image de géants qui n'étaient pas seulement grands, mais des êtres dotés de connaissances et de technologies incroyables, si en avance sur leur temps que nous ne pouvons toujours pas comprendre leur nature. En Amérique du Sud, par exemple, on conserve encore des légendes de grands géants blancs qui, selon les textes anciens, dominaient le continent il y a plusieurs centaines d'années. Ces êtres possédaient certains secrets de la magie, ce qui est probablement une description métaphorique de technologies avancées, incompréhensibles pour les gens qui les entouraient. Leur pouvoir était si grand qu'ils ont conquis toute la Terre. Les traditions disent que leur règne a pris fin brusquement lorsque le tout-puissant grand esprit des cieux a détruit les géants blancs, qui, sombrant dans l'orgueil, avaient oublié la justice et la miséricorde. Des traditions similaires existent parmi les tribus d'Indiens d'Amérique du Nord. La tribu Navajo, par exemple, conserve également des légendes sur la vie des géants sur Terre. Une histoire était transmise de père en fils sur des géants d'une race royale, des géants blancs qui possédaient des compétences étonnantes dans l'exploitation minière. Ils avaient besoin de grandes quantités d'eau pure, qu'ils extrayaient des profondeurs de la Terre en créant des puits profonds. Ce qui est étonnant dans ces légendes, c'est la description de la façon dont l'eau montait d'elle-même jusqu'au bord de ces puits, comme par magie. Très probablement, il s'agit d'une compréhension des processus hydrologiques et peut-être de l'utilisation de certaines technologies anciennes pour soulever l'eau que nous devons encore redécouvrir. Ainsi, lorsque nous examinons tous ces témoignages, tant les constructions monumentales comme Baalbek que les anciennes légendes de géants possédant des connaissances inouïes, une conclusion logique s'impose. La taille gigantesque des bâtisseurs n'est pas en soi une explication suffisante. Au contraire, elle ne fait que renforcer l'hypothèse qu'ils possédaient des outils de haute technologie et des connaissances approfondies, dont le niveau pourrait même dépasser la science moderne. Ces anciennes civilisations, qu'il s'agisse des géants des légendes ou des bâtisseurs inconnus de Baalbek, détenaient des secrets que nous commençons à peine à essayer de percer. Baalbek n'est pas seulement un tas de vieilles pierres, c'est un témoignage vivant et monumental d'une histoire oubliée de l'humanité. C'est un monument à une civilisation dont les réalisations et les technologies laissent encore notre savoir moderne sans voix. C'est un défi lancé à toutes nos conceptions du passé, un appel à repenser l'histoire et à admettre que nous en savons beaucoup moins que nous aimerions le croire. Nous sommes au seuil d'une grande découverte et la clé pourrait se trouver dans la résolution du mystère des anciens bâtisseurs de Baalbek et de leur incroyable héritage perdu.